Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose une introduction dans l'univers de la photographie noir et blanc. Même si cela peut vous sembler étrange, elle a encore de nombreux adeptes. Nous allons essayer de comprendre pourquoi et décrire quelles sont les caractéristiques du monochrome. Allons-y. Commençons par nous demander pour quelles raisons on devrait continuer à s'intéresser à la photographie noir et blanc à l'ère du numérique couleur. Peut-être par nostalgie. La photographie est en effet née en noir et blanc au début du 19e siècle. On considère cette photo, intitulée Le point de vue du grain, vers 1826 ou 1827, comme une des premières photographies de l'histoire. Elle est l'œuvre de Nicéphore Niepce et on peut y voir une partie des murs de sa propriété. On estime que cette photographie a nécessité 8 à 10 heures de pause. En 1938, Boulevard du Temple est quant à elle considérée comme la première photographie avec un être humain visible. Elle est l'œuvre de Louis Daguerre. À l'époque, il fallait toujours de nombreuses minutes pour capturer une image, et dans ces conditions, seuls les sujets statiques s'y prêtaient bien. Pour photographier une personne, il faut que celle-ci ne bouge pas pendant de longues minutes. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour l'homme visible sur cette photo. Il n'a quasi pas bougé durant tout le temps de pause. Visiblement, il était en train de se faire cirer les chaussures. Par contre, on ne voit aucun cheval ou autre passant dans cette rue fort fréquentée. Comme ils ont bougé, ils n'ont pas été capturés. Notez surtout qu'au début de la photographie, prendre une image et la développer est une chose compliquée. Il faut préparer des supports, se trimballer avec un imposant matériel et manipuler de dangereux produits chimiques. Ceci en fait un métier réservé à quelques initiés. En 1888, George Eastman, fondateur de la société Kodak, va révolutionner tout cela. Il présente un nouvel appareil photographique prêt à l'emploi. Celui-ci est compact, facile à utiliser et relativement bon marché. 25 $ à l'époque, ce qui représente tout de même encore plus d'un mois de salaire pour bien des gens. Le slogan de Eastman, vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste. Une fois la pellicule remplie, l'appareil est retourné à la société Kodak qui développe le film et recharge l'appareil avec un nouveau film. Dès 1900, tout cela se démocratise encore et on trouve la caméra nommée Brownie à plus ou moins $1, ce qui la rend cette fois vraiment accessible à la plupart. Eastman en vendra d'ailleurs plus de 100 000 exemplaires en moins d'un an. Tout le monde peut donc commencer à prendre des images. Il y a eu bien d'autres évolutions au fil du temps. Retenez que jusqu'aux années 1960-70, le noir et blanc est la norme en photographie. Pourtant, la couleur a vu le jour très tôt. Cette photographie couleur a été prise par Thomas Sutton en 1861. Il a utilisé la méthode des 3 couleurs primaires mise au point par James Clerk Maxwell en 1855. Il faut savoir que dès 1840, des essais couleurs sont entrepris, mais que jusqu'en 1930, faire de la photographie couleur est très compliqué. Il faut attendre 1930-1940 avant qu'elle ne devienne accessible à plus de monde. Certains photographes seront vite séduits, mais ils sont rares. Il faut dire aussi que le prix de la photo couleur est bien plus élevé et il y a toujours plus de contraintes qu'en noir et blanc. La plupart préfèrent donc le noir et blanc et dénigrent la couleur ou encore sont sceptiques à son sujet, et ce jusqu'aux environs des années 1960-70, c'est-à-dire l'époque des magazines illustrés dont les gens sont friands. Et comme ils sont de plus en plus demandeurs de photographie couleur, celle-ci explose et devient la norme. La photographie noir et blanc devient alors bien vite de moins en moins prisée. Pourtant, de nos jours, certains ne jurent que par elle. Ils y trouvent l'art ultime de la photographie. Il y a plusieurs raisons à cela. Lorsque la couleur n'apporte rien à une image, le noir et blanc permet de se concentrer sur le sujet, sur les formes ou encore sur la composition, plutôt que sur les couleurs distrayant inutilement notre œil. Elle s'accommode aussi de traitements très différents de ceux en couleur. Outre le sujet, les formes et la composition, ce qui compte en noir et blanc, c'est d'avoir une bonne lumière et de bons contrastes. De plus, on peut se permettre que ces derniers soient beaucoup plus forts qu'en couleur. On peut aussi modifier les tonalités de façon beaucoup plus importante. La créativité est bien plus présente, car au contraire d'une photo couleur, on ne doit pas respecter les tonalités. On pourrait résumer en disant que la photo couleur se doit le plus souvent d'être rigoriste et donc représenter la réalité de la façon la plus exacte possible. La couleur étant un des éléments de l'image, elle se doit dans la majorité des cas d'être le plus fidèle possible. En noir et blanc, on dispose par contre d'une très grande latitude lorsque l'on souhaite modifier les tonalités de gris présentes. Il n'y a pas cette fidélité de couleur à respecter. Avant de vous y mettre, il y a encore plusieurs choses à savoir.
Le noir et blanc numérique ne se fait pas vraiment comme du noir et blanc argentique. En argentique, le support a une importance capitale. Il définit notamment la sensibilité et le grain. Des filtres couleurs sont quant à eux employés pour modifier les tonalités à la prise de vue. Et enfin, le tirage est un art qui permet de travailler les contrastes. En numérique, vous prenez l'image et l'essentiel du travail se fait en post-traitement sur ordinateur, ce qui rend le numérique noir et blanc accessible à tous. Pas besoin de filtres, ni de matériel de développement complexe, ni de connaissances poussées. Tout se fait sur ordinateur. Notez toutefois que les capteurs numériques sont prévus à la base pour travailler en couleur, même s'il existe de rares capteurs monochromes, contrairement au film argentique noir et blanc qui lui est prévu pour le monochrome. En réalité, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le capteur, ce dernier ne fait que capturer des photons. Il est juste sensible à la lumière, il n'y a aucune information de couleur. Pour avoir des informations de couleur, on place des filtres colorés devant chaque pouille à photons composant le capteur. En faisant cela, on réduit le nombre de photons qui touchent le capteur en fonction de la bande de fréquence couleur du filtre. Inconvénient, cette technique rend le capteur moins sensible qu'un capteur monochrome. De plus, il faut combiner 4 pouilles de lumière sur un capteur à matrice Bayer, les plus fréquents, pour capturer les informations de couleur d'un seul point de l'image. C'est d'ailleurs ce qui pousse beaucoup d'astrophotographes à utiliser des caméras noir et blanc plus sensibles que des caméras couleur pour capter la faible lumière émise par les objets du ciel profond. Inconvénient, s'ils veulent des images en couleur, ils devront en plus capturer la même portion du ciel avec un filtre rouge, puis un vert, puis un bleu, et recombiner le tout dans un logiciel adéquat. En conséquence, on quadruple donc le temps de pause. Retenez que dans tous les cas, le résultat d'une exposition numérique est un fichier brut ne contenant pas de couleur, juste des informations d'intensité lumineuse. La couleur s'obtient lors de la phase de dématrissage. Le logiciel sait comment sont agencés les filtres colorés placés devant le capteur et il en déduit les couleurs par calcul lorsqu'il rapatrie les données du fichier brut. Le logiciel vous présente alors l'image couleur qui résulte de l'algorithme de dématrissage utilisé. On pourrait se demander pourquoi travailler en couleur alors que l'appareil photo dispose en général d'un mode de fonctionnement en noir et blanc. Régler votre appareil dans ce mode est une chose à déconseiller pour les raisons suivantes. Si vous travaillez sur votre boîtier en monochrome, c'est le processeur de l'appareil qui réalise le dématrissage du fichier brut pour en faire une image noir et blanc. Il en résulte un fichier JPEG qui ne contient plus aucune information de couleur. Le noir et blanc de JPEG étant codé sur 8 bits, cela limite le nombre de tonalités à 256 nuances de gris. Pour les mêmes raisons, régler votre appareil en JPEG couleur et transformer ensuite votre image en noir et blanc dans un logiciel vous fera perdre énormément d'informations utiles. Ce qui devient gênant si vous souhaitez modifier les tonalités en post-traitement. Le RAW est donc conseillé pour travailler en noir et blanc et voici pourquoi. Un RAW est en général codé sur 12 ou 14 bits par couche couleur. Vous avez donc entre 4096 et 16384 nuances de teinte par couche, ce qui donne des milliards de combinaisons possibles en couleur. Une fois converti en noir et blanc, le RAW offre de 4096 à 16384 nuances de gris, ce qui est bien mieux qu'un JPEG. De plus, les informations stockées dans le fichier pour chacune des couches RVB que le capteur a saisies sont disponibles en 12 ou 14 bits. On va donc pouvoir en noir et blanc travailler sur ces canaux couleurs afin de modifier les tonalités de l'image avec une bien plus grande précision qu'un JPEG 8 bits par couche. Notez que si vous travaillez en RAW, vous pouvez tout de même régler votre appareil sur noir et blanc. Lorsque vous prendrez une photo dans ce mode, une image s'affichera bel et bien en noir et blanc au dos de votre appareil. L'image affichée est en réalité le JPEG inclus dans le fichier RAW et traité en noir et blanc par votre boîtier. Ceci peut vous aider à vous familiariser au noir et blanc ou encore vous donner une idée quant à savoir si la photo se prête bien au monochrome. Retenez bien que lorsque vous allez importer votre fichier dans Lightroom par exemple, vous allez importer le fichier RAW brut et ce dernier sera affiché en couleur par le logiciel. Ce sera à vous de le convertir en noir et blanc avec toute l'étendue des possibilités que permet un RAW. Pour mieux comprendre tout ce que je viens d'expliquer, c'est que cela implique observons cette image couleur. Notre œil voit très bien les différentes couleurs, même si certaines se ressemblent. Si on regarde cette même image en noir et blanc, c'est une autre histoire. Tout est gris et on ne distingue plus autant de différences. Pire, certaines cases sont quasi identiques alors qu'en couleur on les distingue aisément. Les premières constatations sont celles-ci.
Lorsque l'on travaille en noir et blanc, on a moins d'informations que dans une image couleur. Plus l'écart de tonalité entre deux gris est grand, plus il est facile de les distinguer l'un de l'autre. Et voici ce qu'il en ressort. En noir et blanc, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne lumière et de bons contrastes entre les tonalités du sujet et le reste. Il faut réussir à réfléchir en nuances de tonalité, c'est-à-dire en nuances de luminosité et non en nuances de couleur. Ce sont les conditions sine qua non pour réussir un beau noir et blanc. Si l'on n'a pas cela, notre image sera d'un gris fade, du plus laid effet. Afin d'avoir un beau noir et blanc, on passe ensuite par l'étape de post-traitement pour agir sur les tonalités de l'image. Voyons donc brièvement ce que Lightroom nous propose pour traiter un noir et blanc. Prenons une image couleur quelconque. Pour la convertir en noir et blanc sous Lightroom, il y a plusieurs possibilités. Mais celle qui vous laisse le plus de latitude est de simplement cliquer sur noir et blanc dans le panneau Réglages de base. Comme on travaille avec une image RAW couleur, on dispose des informations présentes dans les couches couleurs RVB. Ces informations sont disponibles dans le panneau noir et blanc de Lightroom. En l'ouvrant, on constate la présence de 8 réglets de couleurs. On peut alors facilement et précisément modifier les tonalités de notre image convertie en noir et blanc en agissant sur ces glissières couleurs. Sur ce paysage, regardez comme modifier le bleu affecte le ciel. Et si je souhaite modifier l'herbe, il me suffit de jouer sur les verts, vert, jaune. L'outil réglage de la cible est pratique pour voir quelles couleurs correspondent à un endroit de l'image. Ou encore pour directement modifier les tonalités par simple cliquer-glisser haut pour éclaircir ou glisser vers le bas pour assombrir. On comprend directement le gros avantage du noir et blanc numérique en post-production. Lorsque l'on travaille en argentique, on peut obtenir ces modifications de tonalité en plaçant des filtres devant le capteur. Mais cela est beaucoup plus complexe car il faut savoir à l'avance ce que fait le filtre et c'est beaucoup moins souple. Sous Lightroom, comme on le voit, on peut modifier les teintes de 8 couleurs différentes en post-traitement. Retenez que lorsque l'on convertit un fichier RAW en noir et blanc sous Lightroom, les informations de couleurs présentes peuvent nous être très utiles pour travailler les contrastes de l'image. Si j'avais travaillé sur mon boîtier en monochrome, j'aurais eu une image JPEG comme celle-ci où ces informations ne sont pas disponibles. En effet, les glissières couleurs du panneau noir et blanc ou encore l'outil réglage de la cible n'ont aucun effet comme vous pouvez le voir ici. De plus, agir sur les tonalités d'un JPEG 8 bits engendrera bien plus vite de la postérisation. Voilà pourquoi il est déconseillé de travailler en JPEG monochrome sur votre boîtier. En numérique, on peut aussi facilement assombrir ou éclaircir des zones de l'image à l'aide de filtres et ou de pinceaux. En argentique, ces opérations se réalisent de façon bien plus complexe lors de la phase de tirage. Dans la prochaine vidéo, nous verrons en détail ce que Lightroom propose afin de traiter au mieux le noir et blanc. En attendant, posons-nous maintenant la question de comment savoir si une image se prête au noir et blanc. Voici quelques pistes à retenir. Votre photo présente un sujet, mais une ou plusieurs couleurs distrait le spectateur et l'empêche de se concentrer sur ce sujet. Un passage en noir et blanc supprimera alors ces distractions. A contrario, ne transformez pas une image en noir et blanc si la couleur fait partie intégrante de l'histoire que votre photo raconte. Plutôt que de transformer une image couleur en monochrome, le mieux pour réussir une photo noir et blanc est de savoir à l'avance si la photo que l'on prend sera valorisée en noir et blanc. On entend souvent dire qu'il faut réfléchir en noir et blanc directement à la prise de vue et pas après. Pour y parvenir, il faut, comme on l'a déjà dit, réussir à penser en termes de tonalité. Ceci étant dit, notez que le portrait se prête bien en noir et blanc, le spectateur est concentré sur le visage et les émotions qui en sortent. Le photoreportage est lui aussi souvent efficace en noir et blanc. Il a valeur de vérité. Cela date notamment de l'époque des photos de guerre. L'architecture est aussi un domaine qui convient bien en noir et blanc. Tout ce qui est graphique donne aussi souvent de bons résultats. Peut-être avez-vous aussi entendu parler des paysages noirs et blancs réalisés par le célèbre Ansel Adams. Bref, retenez que l'on peut tout faire en noir et blanc, mais qu'obtenir un bon résultat demande souvent de l'expérience à la prise de vue, au développement et au tirage. En conclusion, je vous dirai d'aller vous essayer à la photographie noir et blanc et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment traiter vos photos monochromes dans Lightroom. Merci à vous tous qui suivez ma chaîne et à bientôt.